Aujourd'hui, c'est robotique industrielle. On est chez Fanuc! Donc on va profiter du concours Fanuc pour pouvoir parler un peu de la robotique industrielle. Bon, c'est pas que j'en parlerai, mais vu qu'on y est et qu'on a des exemples, on va en parler. La robotique industrielle, ça sert à nous remplacer, nous, pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça, on en a déjà parlé, et le président va nous en parler plus tard. Elle est utile dans les chaînes de montage, en automobile ou en aéronautique. On l'utilise un petit peu aussi dans l'aérospatiale, mais ça demande beaucoup plus de précision. Parce que un bras robot, ça a beau faire 2 mètres de haut, ça a besoin de précision. Alors comment est-ce qu'on mesure la précision d'un bras robot? On lui fait faire répéter 50 fois, 100 fois, 300 fois la même chose, avec un point de départ et une pointe, et on regarde la différence à chaque fois où est-ce qu'il pointe, s'il revient bien au bon endroit. C'est ce qu'on appelle la résolution d'un robot. Donc là on parle de robots, mais en fait ce sont la plupart des automates programmables qui fonctionnent de concert, tous ensemble. C'est-à-dire qu'un bras robot c'est un automate polyarticulé, c'est-à-dire qu'il peut avoir 4, 5, 6 axes, voire plus. Au bout il a un outil qui sert à attraper, souder, et il est bardé de capteurs pour éviter que si jamais on a envie de se faire mal avec, on ne puisse pas. Donc c'est-à-dire que déjà, rien qu'en ayant l'intention de se faire mal, si on n'y arrive pas, normalement les accidents devraient être drastiquement réduits. Mais bon, le risque zéro, ça n'existe toujours pas. Derrière moi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde autour de robots. On a installé des cages, vous allez voir sur les vidéos, il y en a un petit peu partout, mais il y en a d'autres qui ont des cages laser. Donc là, on n'en a pas l'exemple, mais on a déjà eu l'exemple une première fois. Une cage laser, ça sert à quoi? Ça sert à créer plusieurs zones. Et quand vous rentrez dans une première zone, un robot qui est en action, il va commencer à ralentir. Parce que c'est peut-être une erreur, vous êtes passé à côté, il ne va pas s'arrêter parce qu'on ne peut pas arrêter une ligne. Arrêter une ligne, c'est très compliqué. Ça coûte de l'argent pour chaque seconde dépensée, pour chaque seconde perdue. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va ralentir un petit peu. C'est pas très grave, ça reste embêtant, mais c'est pas très grave. Si vous approchez plus, vous allez arriver dans une zone de danger. Cette zone de danger va arrêter le robot. Il va être mis hors tension et les freins vont être serrés. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne peut rien se passer de dangereux. Et il va attendre que vous ressortiez pour redémarrer. Donc comment on installe un robot? Un bras robotique du moins, sur une ligne. Donc déjà, il faut l'arrêter, c'est-à-dire que chaque seconde compte. Donc il faut choisir un bon intégrateur qui va choisir le bon outil, qui va prendre le bon robot pour perdre le moins de temps possible. Donc ensuite, une fois qu'on a placé le robot, il faut créer la trajectoire. Donc c'est un trajectoiriste qui s'occupe de ça, qui va programmer le robot pour faire toujours le même geste, le plus optimisé possible. Après, il y a des personnes qui vont s'occuper du faisceau. Parce que c'est pas tout d'avoir une bonne trajectoire. Il faut aussi que les câbles, eux, résistent à l'usure. Parce que quand ça recommence toujours la même fois, les points d'usure sont toujours aux mêmes endroits. Donc il faut éviter ces points d'usure. Surtout quand on est en torsion. Et il n'y a pas que l'usure. Parce que si votre câblage il est en plein milieu d'un outil, elle risque de le heurter, de s'accrocher dedans, et ça peut être vraiment problématique. Avant, c'était programmé en graph 7 ou en ladder, vraiment de façon basique. Maintenant, ils ont des programmations qui permettent de créer, par exemple, une cage virtuelle dans laquelle le robot ne pourra pas se déplacer. Par exemple, on peut lui modéliser une table et il ne pourra jamais passer à travers cette table. Il sera bloqué, il sera bridé. On peut programmer plusieurs plans, un au sol, un à la verticale, et on peut lui dire comment il travaille en fonction de ces plans-là. Ça nous permet de pouvoir poser un point et tourner autour. Ça permet aussi, quand on a déjà fait un programme, de le changer de support très rapidement. Si par exemple on devait faire un logo, dessiner un logo au sol, et qu'ensuite on se rend compte que non, le sol n'est pas exactement plat, il suffit juste de rentrer le nouveau plan et à utiliser le programme sur ce nouveau support. Donc un outil, il est très important sur un robot. L'outil il peut être à la fois au bout du bras, ou alors il peut être au sol. Par exemple, vous pouvez avoir un robot qui peut attraper une porte de voiture, qui va l'amener proche de l'outil, qui va souder, et qui va replacer la porte, qui va en prendre une nouvelle, qui va recommencer. Après, vous avez aussi la possibilité de changer d'outil. Si par exemple on a un seul robot qui va faire le même geste 3 fois, par exemple il rivette d'abord, puis ensuite il soude, c'est plus intéressant qu'il change d'outil. Comme ça on a la même trajectoire, exactement la même trajectoire, on en est sûr, et on rivette une première fois, on vient changer d'outil, et on vient souder. Donc comme je vous ai dit, les robots industriels, il y en a des tout petits, et il y en a des très gros. Donc là, on a un exemple de très gros. Alors on dirait pas comme ça, mais il est vachement grand. Il peut normalement porter 2 tonnes avec sa version normale, et là c'est la version allongée, il fait 1,7 tonnes. Ça va,
on a aussi des tout petits. Ça dépend de l'utilisation. Mais vous verrez aussi qu'on a des robots qui sont des robots parallèles. Alors il a un rayon de 1,2 mètres, un diamètre, hein. Donc en action c'est quand même plutôt large. Comme vous remarquez, il arrive à traquer les jetons sur le tapis roulant et il est déposé sur un tapis qui roule à une vitesse différente. Et ça c'est possible grâce à des petites caméras qui sont positionnées un petit peu partout autour du robot. C'est pour ça qu'il y a l'éclairage sur le côté, c'est pour que le robot puisse le voir un petit peu mieux. Moi je trouve ça assez hypnotique, hein. Voilà, là ici on a deux robots donc parallèles qui fonctionnent ensemble. Il y en a un qui prend les premiers, le second qui récupère ceux qui ont été oubliés. Il y en a un qui n'a qu'un seul outil, enfin qu'un outil avec un seul jeton et l'autre qui a un outil avec 3 jetons qui permet de les choper, hein. Ces outils ce sont des ventouses. Des ventouses qui permettent, grâce à une succion au niveau pneumatique, de pouvoir attraper l'air, attraper les jetons et pouvoir les déposer. Voilà, en gros, généralement, c'est hyper rapide, hein, 0,5 secondes pour aspirer et demi-seconde pour reposer. Celui-là était tout petit et c'était un petit jeu avec des jetons. Il était assez rapide, je trouvais qu'il était intéressant, alors voilà, je l'ai positionné là. C'est un petit robot parallèle qui est sur un petit jeu de mort. Qui servent vraiment à la précision, cela, précision et rapidité. Après cette courte présentation, je vais laisser le président de FANUC vous expliquer sa vision de la robotique. Donc bonjour, je vais vous laisser vous présenter. Je m'appelle Jean-Hugues Ricoteau, je suis le président de FANUC France et également vice-président de FANUC Europe. Donc voilà, je fais ici au Rennes de la société depuis maintenant 8 ans et j'ai 26 ans d'ancienneté dans cette bonne société FANUC. Vous voyez donc comme quoi la robotique conserve. D'accord. Donc FANUC, qu'est-ce que c'est exactement? Alors FANUC est une société japonaise basée au pied des monts Fuji, hein, donc pas très loin de Tokyo. Alors nous avons une société qui a été créée en 1956 par le fondateur, le docteur Inaba. Nous avons 3 activités. La première activité, c'est l'activité commande numérique, donc développement des commandes pour les machines-outils. La deuxième activité, c'est l'activité machine-outils. Nous développons des machines-outils très particulières. Et la troisième activité, celle qui est en grand développement, c'est l'activité robotique. Nous sommes à l'heure actuelle numéro 1 mondial de la robotique avec près de 30% sur le marché mondial et environ 60% sur le marché français. D'accord. Ce marché, c'est sur quel type de ligne? Est-ce que vous faites plus de l'automobile? Le gros intérêt de la robotique, justement, c'est de pouvoir travailler dans différents domaines, bien évidemment. Les premiers domaines à avoir été robotisés, comme tout le monde le sait, c'est l'automobile, hein, c'est les applications de soudage à très haute cadence, qui est d'ailleurs très compliqué à traiter par les êtres humains, parce que les points de soudage étaient très lourdes. Donc c'est vraiment les premières applications ont été développées autour de l'automobile. Mais par contre, maintenant, on travaille dans des secteurs totalement différents. Ça va de l'automobile, la machine-outil, l'agroalimentaire, la parfumerie, l'agriculture bientôt. Donc on est vraiment systématiquement, quand un travail est pénible, quand un travail est difficile et à faible valeur ajoutée, on peut imaginer qu'on peut mettre un robot à la place. Parfait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe derrière nous là? Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'élèves. Alors aujourd'hui, c'est une idée que nous avons eue il y a 4 ans, à savoir créer une émancipation, une émulation au niveau des universités, des écoles à propos de la robotique. Donc on a eu l'idée de créer ce qu'on appelle les Olympiades, hein, c'est-à-dire que sur une journée, les étudiants viennent rivaliser, viennent se battre entre guillemets sur des projets, et puis bien sûr, quand c'est une compétition, eh bien, il y a un gagnant, et un deuxième et un troisième. Voilà. L'intérêt, c'était vraiment de sensibiliser sur le fait que les métiers de la robotique sont en tension. Il y a d'énormes besoins en France concernant les métiers liés à la robotique. Malheureusement, il y a encore trop peu de formation, c'est-à-dire que le niveau des élèves qui sortent tous les ans ne suffit pas à la demande du marché. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on est dans une période d'assez gros chômage en France. Et bien malgré tout ça, on assiste à un problème. Nous manquons.
d'ingénieurs et techniciens dans le domaine de la robotique. C'est plus des intégrateurs, des trajectoiristes, ce genre de choses? Alors, effectivement, les intégrateurs cherchent du personnel désespérément. D'ailleurs, c'est même une limitation à leur évolution, c'est-à-dire que les intégrateurs prennent des affaires, mais bloquent dans leurs évolutions en termes de chiffre d'affaires parce qu'ils n'ont pas la compétence de gens capables de traiter les projets. Mais également, les fournisseurs de robots cherchent du personnel. Nous, en France, on a besoin de personnel, on embauche 15 à 20 personnes tous les ans. Donc, c'est vraiment un métier en fort développement. Et on a vraiment un problème à ce niveau-là. C'est un problème en plus, encore une fois, franco-français. Hein. L'idée de la robotique, c'est vraiment de mettre en évidence que la robotique offre des emplois intéressants et motivants pour les jeunes. Voilà. Et surtout, vous avez à peu près tous les niveaux d'études, que ce soit... Alors oui, ça va de BTS à école d'ingénieur. Hein. Donc on a à peu près toute la panoplie des interlocuteurs qui auront plus tard à travailler d'ailleurs ensemble. Hein, donc les ingénieurs avec les techniciens. Donc voilà, on couvre vraiment toute la panoplie des gens capables de travailler dans le secteur de la robotique. Parfait. Et enfin, dernière question. Pour vous, la robotique et la robotique industrielle, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Alors la robotique, ce que ça représente, bon, au-delà du fait que c'est un travail rémunérateur, ça représente surtout le fait que c'est la réponse aux pays occidentaux où on sait très bien que la main-d'œuvre a un coût relativement élevé. C'est la réponse pour pouvoir continuer à produire dans les pays tels que la France. C'est la réponse à nos entreprises pour qu'elles puissent régénérer de la marge et recréer des emplois. Si on veut que les entreprises françaises créent des emplois, il faut qu'elles génèrent de la marge. Il faut qu'elles soient fortes au niveau de la production. Et à l'heure actuelle, les cadences sont telles, les contraintes techniques sont telles que dans beaucoup de secteurs, seule la robotique peut solutionner la problématique. Ça veut dire aussi qu'il faut associer ces efforts avec de gros efforts de formation pour que les entreprises puissent elles-mêmes trouver des techniciens, des ingénieurs capables de les aider dans leur développement lié à la robotique. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. Et c'est quoi. Écoutez, passez une bonne journée. Merci beaucoup. Donc si vous ne savez pas quoi faire actuellement avec la robotique, ça vous intéresse, regardez quand même du côté robotique industrielle, c'est hyper intéressant, il y a énormément de choses à faire, et pour tous les diplômes, surtout liés à l'industrie. Un robot, il faut qu'on protège les gens, mais il faut aussi qu'il se protège lui-même. Par exemple, vous allez bien comprendre que si on met un robot dans une usine de lavage automobile, par exemple, il va être trempé toute la journée, et vous savez très bien que la mécanique, ça n'aime pas trop ça. Donc il va avoir un indice de protection, qu'on appelle IP, qui va être plus ou moins élevé en fonction des robots et en fonction de la demande. Un robot qui va être très très protégé va être quasiment sous vide, et il va être enveloppé d'un gros tissu totalement imperméable, mais ça demande encore une fois à faire attention à tout ce qui est point de rupture du robot et point d'usure. Ça c'est pour l'industrie. Après, pour la médecine par exemple, on a aussi des bras robots qui servent à faire de la téléopération. C'est hyper intéressant parce que du coup, vous pouvez avoir votre médecin qui est le meilleur médecin chirurgien du monde, qui est à New York par exemple, et qui va opérer un patient, je ne sais pas, à Bali par exemple. Ça permet d'avoir les meilleures personnes à des endroits où ils ne pourraient pas forcément être. Alors, comment ça fonctionne? En gros, le chirurgien, il va avoir ses outils, comme s'il opérait normalement, mais il va avoir ce qu'on appelle un retour haptique. C'est-à-dire qu'il va avoir l'impression de toucher les choses comme s'il les touchait réellement. Il faut vraiment qu'on n'ait aucun problème de lag. Hein. C'est déjà dans un jeu vidéo les lags, c'est embêtant, mais alors imaginez quand vous êtes dans le cerveau de quelqu'un, ça peut être très problématique. On a des robots comme Roma par exemple qui font très très bien ça et qui commencent à se généraliser un peu partout dans le monde. Ça permettrait par exemple de pouvoir faire une opération sur un spationaute qui serait sur la Lune ou dans l'ISS et qui aurait un problème. Moi j'aime bien cette idée de partir dans l'espace, le mec qui opère quelqu'un de l'espace, pas les steaks. Allez. Pas avec les Non. Bon. Ça fait quoi aujourd'hui? Je opère un mec sur l'ISS. Ok. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé et amusé autant que nous. N'hésitez pas à partager, à liker. Et la prochaine fois, on parlera vraiment des robots et de la robotique dans la culture. Voilà. Merci à tous. Ciao, ciao.